Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Dormir chez des stars vous a permis de vivre un rêve éveillé. Loin de vous endormir sur ces lauriers, vous avez décidé de raconter ces légendes sous une couverture, celle d'un livre. Bonjour Henri-Jean Servat. Je suis ravi de rencontrer à nouveau un homme d'esprit, Jacques Pessis. Bonjour. Bonjour. Alors ce livre, c'est So Chic chez l'Archipel. On va en parler longuement tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Voilà. Et la première que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 8 décembre 1964. C'est le jour de la sortie de ce film. Il n'y a pas une femme au monde qui n'ait rêvé d'être Angélique. Angélique Marquise des Anges. Il n'y a pas un homme au monde. Et je crois que ce film que vous avez vu dans un cinéma a changé votre vie et c'est le point de départ de votre destin. Ben, c'est-à-dire que oui, tout à fait, parce que j'étais un petit puceau provincial, ignorant tout du monde du spectacle et des aléas artistiques, et j'ai vu un jour me promenant avec mes parents au bord de la mer, c'est important, à Palavas-les-Flots, le cinéma du Casino qui était sur la plage. Il y avait l'affiche de Marquise des Anges. Il y avait Michel Mercier avec une poitrine d'actrice nourricière, une poitrine à la Lollobrigida. C'était bon, hein, extraordinaire. Qui était là, opulente, sensuelle, pulpeuse, tel un Rubens, couchée sur un lit à colonnes avec des beaux garçons autour d'elle, les petits gilets brodés, des chevaux, des châteaux. Ça s'appelait Angélique Marquise des Anges. Je ne connaissais rien aux femmes, je ne connaissais rien au cinéma, je ne connaissais rien pas grand-chose à l'histoire de France. Donc je suis allé voir ce film avec une tête de possédé qui transgressait tous les tabous de l'enfer. Je me souviens être passé à quatre pattes devant la caissière pour pas qu'elle me vît. Mes parents m'ayant... Le plus fort, c'est mes parents m'avaient pas interdit d'y aller, mais je serais passé à leurs yeux pour un plouc total d'aller voir ce truc-là. Ma mère me faisait lire Guy de Maupassant, on récitait du Chateaubriand avant de passer à table. Ça aurait été, voilà, terrible, terrible. Et donc j'ai vu ce film, et c'est important, comme je voulais me cacher, je suis allé m'installer en bas. Vous savez, c'était une salle, on arrivait en haut, on descendait les escaliers, en bas de l'écran. C'était au bord de la mer, en été, il faisait chaud. À l'époque, les salles n'étaient pas climatisées. Ils avaient ouvert les portes qui étaient sous l'écran. Et donc, m'arrivait en même temps que le désir, en même temps que les gros seins de Michel Mercier, en même temps que les gros beaux seins, pardon. J'ai déjeuné chez elle la semaine dernière à Cannes, et tout ça m'arrivait, les effluves, la mer, les embruns, les vagues, le bruit de la... C'était extraordinaire. Donc, j'ai découvert le désir à ce moment-là, et ça m'a beaucoup plu. Et donc, le film a été important parce que j'ai voulu devenir journaliste, non pas pour faire des papiers brillants ou quoi. Je voulais rencontrer Michel Mercier et Robert Hossein. Et j'y suis arrivé. Je tutoie la terre, enfin je tutoie beaucoup de gens, j'ai tutoyé Jeanne Moreau, Bardot, Lollobrigida, mais je vous vois Michel Mercier, Robert Hossein, ils ont été mes petites lumières dans la nuit, voilà. Donc Marquise des Anges, comme vous le dites Jacques, a été très important pour moi, ça m'a marqué ce film, bien sûr. Et le livre a marqué aussi l'époque, puisque c'est considéré comme l'un des romans historiques majeurs du XXe siècle, car la femme a déjà une attitude contemporaine, rebelle, indépendante et autonome. Alors, vous gardez donc toutes ces photos, vous lisez Ciné-Revue, qui à l'époque, il faut savoir, Ciné-Revue était le seul journal qui n'a pas voulu de pub jusqu'en 1983. C'est assez rare. Et puis, vous êtes à Montpellier, dans un univers qui n'a rien à voir avec le cinéma. Ah oui, non, mais il y avait dans Ciné-Revue 2 secondes, il y avait des pages entières, des doubles, avec toutes ces actrices formidables, mais qui passaient 2 heures sous la douche sans se mouiller les pieds ni demander derrière, ouais. Pardon. Et je veux pas être sexiste en disant ça, mais elles avaient des paires de seins comme des disco-balls, c'était formidable. Béatrice Altariba, Patricia Viterbo, Marie Lutolo, il y a une liste formidable. Donc voilà. Et alors j'ai vécu à Montpellier, c'était un poil ennuyeux, mais la chose que j'avais, c'est que j'habite au bord de la mer. Donc je faisais du cheval au bord de la mer, j'ai toujours aimé les animaux, j'avais une très jolie voiture, c'était sympathique, mais Montpellier, j'étais un peu ennuyeux. Quoi, un peu. Alors, ensuite, vous allez loin de la mer, à Nancy, au lycée Henri Poincaré, d'ailleurs qui porte le nom d'un ancien élève, Henri Poincaré, qui était une gloire de la physique. Mais à l'origine, ce qui est drôle, c'est que le lycée Henri Poincaré, c'était le lycée impérial, ce qui tombe bien quand on connaît votre parcours. Alors vous, c'est la littérature plutôt que la physique. Hein, oui, bien sûr. Oui, je détestais mais j'avais... je crois que j'ai dû avoir mon bac en ayant 0,5, avec une mention en plus, en mathématiques, parce que en physique-chimie, j'ai dû avoir 19 en français, dans des compositions comme ça. Oui, j'aimais beaucoup ça, mais surtout à Nancy, j'ai fait Hippocagne et Cagne. Oui. Je me régalais, on faisait des dissertations de 8 heures, moi je me régalais, vraiment, j'écrivais, je recommençais, on prenait les phrases,
Et je travaille assez bien. Ça venait de vos parents qui vous avaient appris la Oui, littérature. oui, mes parents m'avaient appris à bien me comporter, à être bien élevé, quoi, être bien élevé. Mes parents avaient une bibliothèque, donc avec les classiques. Je prenais des classiques, on les faisait lire, on m'interdisait de lire rien du tout. Je lisais tout ce que je voulais, donc c'était très charmant. Voilà. Alors, Henri-Jean Servat, vous faites aussi un doctorat de lettres, et votre thèse, c'est la volupté de paraître dans l'œuvre de Marcel Proust. Ah oui, j'adorais ça. Mais vous savez, j'adorais Proust parce que Proust passait pour un mec qui coupait les cheveux en quatre avec des phrases interminables, alors qu'en fait, moi j'adorais chez lui le paraître. C'était un garçon qui vivait dans une chambre dans le boulevard Haussmann, tapissé de liège, il étouffait, il faisait des fumigations, et sur les coups de 11 h du soir, il sortait avec des pelisses, avec 2-3 épaisseurs sur lui, là, comme un oignon, il se mettait des couches, il partait au Ritz. Bon, Marcel Proust était gay, ce qui était absolument pas infâme, il était en extase admirative devant les croupes, pardon, des serveurs ou du personnel du Ritz, il les effleurait si possible, il vivait comme ça, il buvait de la bière. Marcel Proust ne buvait pas du champagne, il buvait de la bière. Et après, il rentrait chez lui sur les coups de 3 h du matin, il écrivait les fumigations, les pelures qu'il n'enlevait pas, les grands manteaux avec les cols de fou. Moi, j'étais fasciné par la vie. Il écrivait les plus belles pages du monde, de la littérature du monde, dans sa chambrette là-haut, veillé par sa fameuse bonne. Et puis, en même temps, il avait cette vie à côté complètement décalée. Donc, j'ai voulu raconter ça. Voilà. Alors, pour la légende, c'est la Madeleine de Proust. En fait, quand on a retrouvé ses premiers brouillons, on s'est aperçu que ce qu'il a marqué dans son enfance, c'est pas une madeleine, mais une biscotte. Voilà, tout à fait. C'est comme ça vous connaissez bien, c'est vous qui auriez dû faire ça. C'est très bien. Alors, ensuite, c'est l'école de journalisme de Lille, parce que le journalisme vous tente. Ah oui, mais pour rencontrer, mais je vous jure que je vais pas raconter autre chose. Me paraissait un des moyens. Moi, j'étais pas dans une famille d'artistes, j'étais pas dans une famille qui avait des relations, mais c'était pas le genre de mes parents de me pistonner pour faire des trucs. Et puis ils connaissaient personne dans ce domaine-là, donc je pensais que le journalisme était une façon d'aborder les vedettes de ciné-revue, voilà, et d'aborder Michel Mercier et Robert Hossein. C'était ça. Voilà. Et puis il y a une bourse d'études qui arrive de la Commission franco-américaine d'échanges culturels qui change votre vie, Henri-Jean Servat. Mais je suis passé. J'ai passé une audition dans une commission franco-américaine d'échanges culturels. Et puis, comme j'avais l'air, j'ai dû être un peu cinglé, je me suis laissé aller, j'étais enfiévré avec mes actrices de cinéma. Et je me souviens, dans le jury, il y avait notamment un cinéaste qui s'appelle Jean Chapot. Oui, qui a fait Les Granges Brûlées, notamment. Oui, il a fait Les Granges Brûlées avec Delon. Avec Nelly Kaplan aussi. Beaucoup. J'ai dîné avec lui après avec Nelly Kaplan. Il avait fait La Voleuse, d'après Marguerite Duras. Et moi, j'étais enfiévré, j'ai raconté mes histoires du ciné. Je mêlais tous les baignoires, les bains de mousse, les stars italiennes, Cinecittà, le cinéma, l'envie d'avaler des images et tout ça. Et je pense que j'ai dû à Jean Chapot d'obtenir une bourse, mais surtout ce qui était, cher Jacques, formidable. Si j'ai obtenu une bourse dans l'université américaine, moi, j'ai rien demandé. Je suis arrivé, comme j'étais un bon élève à Lille, j'étais dans un petit troupeau qui était délégué pour faire des auditions devant des commissions. Et la commission elle s'appelait Lévy d'Espace. Cette commission m'a trouvé très bien grâce à Jean Chapot, et j'ai obtenu une bourse dans l'université qui était l'université la plus chic, la plus célèbre, la plus chère, qui s'appelait Amherst, où quand je suis arrivé, il y avait les 2 filles du président Nixon, il y avait le petit-fils d'Eisenhower, et l'année qui a suivi, quand j'étais moi enfin, est arrivé Albert de Monaco, où tout le monde, on avait dit, il y a le Prince of Monaco, personne ne savait, tout le monde s'en fichait éperdument, et puis on a annoncé, mais non, le fils de Grace Kelly. Et Grace Kelly, ex-Kelly, Altesse Sérénissime, la princesse de Monaco, est venue conduire son fils. Donc c'était un chamboulement. C'était une université. On dormait, on avait la bibliothèque, c'est un espèce de gros globe de verre dans une clairière, on avait des écureuils dans les chambres. C'est une université absolument formidable. En fait, cette université, c'est le 2e taux de remise des diplômes de toutes les institutions américaines. Ah oui, non mais c'est extraordinaire. Juste derrière Harvard. Oui. Et donc vous avez connu Albert de Monaco là-bas. Voilà, j'ai connu Albert de Monaco là-bas. Voilà. Et ça crée des liens effectivement. Oui, non mais j'avais une admiration sans borne pour sa mère. Sa mère, dont Albert, je n'ai pas connu sa mère, mais une admiration pour l'actrice extraordinaire, je veux dire, une fille de la province, elle est formidable. Et le prince Albert m'a raconté que sa mère se passait dans la salle de cinéma princière de Monaco, dans lequel je suis allé.
Le prince m'a fait venir dans la salle que le prince régnier, oui, avait installé dans les écuries du palais de Monaco. Il avait fait une salle de cinéma pour sa femme, ex-actrice devenue princesse souveraine. Et dans la salle, il y avait le fauteuil de Cary Grant, le fauteuil de Ava Gardner, le fauteuil de toutes les plus grandes stars hollywoodiennes qui étaient là. Il y avait le canapé vert, en velours vert au milieu, où il y avait le prince régnier et la princesse Grace, avec leurs enfants qui jouaient par terre, et ils regardaient les films. Et parmi les films que faisait passer la princesse Grace, ça m'était dit par son Altesse Sérénissime le prince Albert, il y avait Marquise des Anges. Voilà. La princesse Grace était folle de Marquise des Anges, et le prince Albert l'a dit une fois devant moi lors d'un dîner chez Rampoldi à Monaco, à Michel Mercier. Oui. Donc voilà, la boucle était un peu bouclée en quelque sorte, si je peux me permettre. Il faut savoir, dans cette université aussi, il y a 2 anciens premiers ministres grecs qui sont venus, c'est-à-dire Georges Papandréou et Antonis Samaras, qui ont aussi étudié Tout à là-bas. fait. Alors, vous avez des cours en anglais, c'est Je le connaissais, Samaras, on joue ensemble, tout à fait. Très, très. les cours en anglais, c'est Ah ben oui, alors j'étais le dernier, Oui. mais j'ai appris parce que moi j'étudiais, j'avais beaucoup aimé la littérature comparée, Daniel Defoe, vous savez, Robinson Crusoe, Swift et tout ça, j'avais beaucoup aimé ça, donc je bénéficiais d'aucun statut particulier, hein. J'étais l'étudiant français boursier, bon, qui n'était pas du même milieu social que ces gens-là, mais qui m'ont adopté, donc il y a eu... Je crois que c'est ça qui m'a donné, pardon, ça fait prétentieux, mais une aisance d'être aussi bien à l'aise avec les princesses, les rois, les reines que tout ce qu'on peut imaginer. Là, j'ai fait des manœuvres pour les clochards à Nice, et j'étais tout à fait à l'aise, comme c'était pas un problème quoi. Mais j'ai étudié comme les autres, et j'étais systématiquement le dernier, parce que je maniais évidemment pas l'anglais. Alors, quand je suis sorti, je parlais couramment et très bien. Mais quand j'en suis entré, c'était difficile. Et puis écrire. Mais j'ai même pas eu à demander un traitement particulier. On me l'aurait pas donné. Mais j'ai étudié comme les autres. J'étais à la traîne, quoi. Oui, en même temps, vous avez créé le Ciné-Club français. Ah oui. Ça, c'était un événement. Je passais par le consulat français de Boston. Vous savez, il y avait quelqu'un à Boston qui aimait beaucoup le cinéma français parce que Marcel Carné, qui était en bisbille avec l'État français, avec beaucoup de gens, il était en guerre parce qu'il trouvait qu'il n'était pas reconnu comme il aurait fallu qu'il le fût. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ce qui était tout à fait... Maintenant, ça s'est arrangé, mais c'est vrai. Il avait légué tous ses trésors, ses manuscrits, tout. Il avait tout légué dans un musée du cinéma à Boston. Donc à Boston, il y avait un clan pour le cinéma français. Et quand j'ai proposé de faire un ciné-club, j'étais aidé par le consulat, je leur rends beaucoup de grâce, il y avait un consulat français à Boston, et surtout que j'aimais ça. Moi, j'ai passé des intégrales Carnet, et les étudiants américains, Jacques, était fou. Vous leur passiez Arletty dans le film avec Gabin où il se suicide, un ouvrier, là, qui est le film de Marcel Carné, je l'ai passé L'Air de Paris, Les Enfants du Paradis, mais ils pleuraient. Les étudiants américains devant Les Enfants du Paradis, c'était absolument extraordinaire. Donc ça a été, et j'ai fait un ciné-club, et surtout, j'avais exigé, ça qui était très bien, exigé n'est pas le mot, j'avais demandé, je faisais un petit cours sur Proust, bien sûr, mais comme je maniais mal l'anglais, je faisais, au début, je maniais mal l'anglais dans un monde d'anglais familier, et je faisais tout en français. Donc, ils faisaient des progrès formidables. Je prenais les films en français, pas sous-titrés. Je présentais les films en français. On faisait les discussions en français. Et les gens, ils adoraient. Ils aimaient ça. C'était plutôt que d'aller vers eux en parlant anglais. Donc, ça s'est très, très bien passé. J'étais dans les bouquins de l'université. J'étais plébiscité parce que, moi, j'avais voulu vraiment que cela fût fait vraiment en français. Ben voilà, il s'est passé ensuite d'autres choses. On en parle avec une autre date dans quelques instants, le 2 octobre 1985. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jean Servat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Henri-Jean Servat. Nous parlons tout à l'heure de Sochic, ce livre c'est chez l'Archipel. Le 2 octobre 1985, alors d'après l'INA, c'est votre première réalisation télé, c'est 100 briques pour un clap. Et vous avez réalisé des séquences de ce film. Vous vous en souvenez? Alors, plus du tout. Eh bien, vous êtes réalisateur de ce documentaire où on aborde l'argent à la télévision, ce qui est rare. Ah, tout à fait, fait. Où j'avais interviewé, je me souviens, alors vraiment, c'était pour Pascal Brognaud, qui était la productrice. Moi, et j'avais réalisé ça très juste. Et j'avais interviewé Richard Berry chez lui, dans son appartement, d'une rue qui tombait rue Lincoln, sur les Champs-Élysées. Oui. Et surtout, c'est là que je suis devenu ami, j'ai interviewé Annie Girardot. Exactement. Et d'ailleurs, je vais demander à Pascal Brognaud de me donner l'idée de lui redemander de récupérer le droit, parce que j'avais interviewé Annie Girardot. Il y avait une fille qui était avec moi, qui était Shafika Kadem, qui était journaliste au Quotidien de Paris. Moi, j'étais à Libé à l'époque. Et Annie Girardot avait pleuré, c'était sur l'argent des comédiens,
ça me fait de la peine. Ça commençait à aller mal pour elle. Elle était vraiment. On avait interviewé sur une table du Fouquet's. Elle m'était tombée en larmes dans les bras devant le Fouquet's. Mais c'est vrai qu'à l'époque, parler d'argent à la télévision, c'était plutôt rare. Ah oui, 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 oui. Et vous étiez arrivé dans ce film comme réalisateur, c'était vos Ben débuts oui, de parce réalisateur. parce que j'avais une idée des comédiens que j'aimais beaucoup. On parlait jamais d'argent, le sujet était tabou. J'avais rencontré Pascal Brugnaut. Elle était avec quelqu'un d'autre qui avait Bernard Boutier. Oui. Les deux producteurs étaient Bernard Boutier. Et ça leur avait plu parce que j'avais rien fait, hein, et que j'avais que mon enthousiasme et mon envie de parler d'argent, de parler de comédien quoi. Il m'avait dit ben vas-y lance-toi. Ouais. Et on avait fait ça avec Chapik Academ, mais c'était, je me souviens. C'était éprouvant avec Annie Girardot, c'était éprouvant vraiment. Mais à l'époque, parler d'argent, il y avait que Sulzer qui en parlait avec ses chats accrochés dans son bureau, mais qui étaient les droits d'auteur de ses livres, qui n'avait pas écrit, mais c'est un autre problème. Mais sinon, on n'en parlait pas, c'était tabou. Et vous savez qu'à la suite de ça, je coupe 2 secondes, j'avais appelé Annie Girardot parce que je l'avais interviewée pour Libé, je sais plus pourquoi, pour un film. Et puis je la connaissais, elle m'avait donné son numéro, donc je l'avais appelée, elle avait accepté de venir. Et Annie Girardot, je veux dire, a été une fille formidable parce que tout au long de sa vie, dans la mesure où je me suis approché d'elle de temps en temps, par exemple, j'ai fait venir pour des soirées de charité, j'ai fait venir pour des soirées, pour des débats ou quoi, Annie Girardot, et je me souviens d'être avec Françoise Arnault. Elles n'ont jamais voulu que je leur payasse, pour parler en français, leur taxi. Elles arrivaient en taxi à une soirée, à une fête, à une soirée de charité. Non. Alors qu'elle roulait pas sur l'or, Annie. Elle n'a jamais voulu que fût payée la somme de sa course de taxi. Et après, je me souviens elle m'habitait chez elle. Elle habitait Place des Vosges. Après, elle a déménagé pour habiter rue du Foin. Et on était sur des caisses en carton. Il n'y avait plus un seul meuble. Elle avait un appartement Place des Vosges magnifique. Elle avait été saisie ou elle avait été dépossédée de ses meubles. On était assis sur des caisses en carton, on buvait avec les bouteilles et les verres posés par terre. Alors ça, c'était après vos débuts. Vos débuts dans la presse, c'est le Midi Libre, oui. À Montpellier, naturellement. Midi Libre, d'ailleurs, il faut savoir que quand il est paru pour la première fois, c'était le 27 août 1944, le lendemain de la libération de Paris. Et le premier article, c'est la libération de Paris et celle de Montpellier, où De Gaulle était venu. Et c'est vrai que le Midi Libre, vous êtes devenu un petit peu la vedette locale pour le cinéma. Oui, mais je veux dire, mais aujourd'hui, j'ai même un papier dans Midi Libre, sur mon livre, aujourd'hui dans Midi Libre. Ouais. Je veux dire, j'aime beaucoup la fidélité et le devoir de mémoire. Je me suis jamais fâché avec Midi Libre, ça fait 40 ans, 50 ans que je travaille avec eux et ils sont enfin, tout se passe bien, mais c'est un journal qui est issu de la résistance, c'est vrai, mais c'est le journal de la Camargue, le journal des chevaux, le journal des taureaux. C'est malheureusement de temps en temps, et là, celui de la corrida, que je déteste, mais c'est un journal qui est ancré dans un terroir, quoi. Oui, mais c'est dans ce journal, Henri-Jean Servat, que vous êtes devenu l'ami des stars. Ah oui. Mais enfin, oui, non, je dis oui. En fait, c'est une appellation des gens que j'aimais bien, qui faisaient la chronique télé de Libération. Je crois qu'ils s'appelaient les Daribert, on les appelait, les Garibert. Et il m'avait appelé l'ami des stars pour se foutre de moi, mais gentiment, quoi. Ça m'a pas énervé plus que ça, quoi. Mais en même temps, donc, le Midi Libre, ça dure 8 ans, je crois, et vous venez à Paris à Libération. Voilà. Vous n'étiez pas assez tranquille au Midi Libre pour venir à Libération? Non, mais ça m'amusait, parce que à la fin, c'était la routine, à Midi Libre. Ouais. C'était bien de venir à Libération à l'époque. Jacques, c'était une époque où les attachés de presse me disaient, Henri-Jean Servat, venez faire un papier sur la pièce, écrivez sur le livre, écrivez sur le film, dites n'importe quoi, descendez-le, démolissez-le, pissez dessus, faites n'importe quoi, mais qu'on en parle. Voilà. Les attachés de presse se battaient pour être dans Libération. C'était une époque d'hystérie totale pour Libération. Et vous êtes devenu chroniqueur cinéma et chroniqueur théâtre. Voilà, je m'occupais des acteurs, surtout pas tellement de critique des films, mais je faisais les grandes interviews avec les acteurs. C'est là que j'ai connu les dernières grandes gloires artistiques françaises. Je suis allé interviewer Jacqueline de Lubac, je suis allé interviewer Arletty à plusieurs reprises. Je suis allé interviewer Viviane Romance, Ginette Leclerc, Annabella, Simone Simon. J'étais fasciné par... C'était des destins, quoi. C'était des filles qui avaient écrit une page de l'histoire du cinéma français. On n'en parlait plus personne ne savait qui c'était. Et j'ai eu la chance de trouver à Libération, et je voudrais leur rendre hommage, adorable, Serge Danet et Gérard Lefort et Jean-Pierre Thibaudat, qui m'ont fait une confiance absolue et qui me faisaient... Et Louis Feuillère, il me faisait faire des doubles pages. Je veux dire, dans une année où je parle de la mode, je sais pas qui c'était la mode à l'époque comme fille, mais des doubles pages sur... Arletty, sur Marie-Belle, des choses comme ça, c'était formidable. Elvire Popesco, je le faisais. Voilà. Ah, et quelqu'un aussi, ensuite, vous a fait confiance, quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix. L'école, et c'est normal, ne l'a jamais vraiment intéressé. Puis tout à coup,
Roger Théron. Roger Théron, patron de match, qui vous a repéré. Ah oui, je lui dois ça, je lui dois quelque chose formidable. Oui. Et c'est à l'époque le patron incontournable de Match. Qui a fait de Match un grand journal. Et il faut savoir qu'il est aussi ami de Brassens. Et il était là le 6 mars 52 chez Patachou quand Brassens a osé pousser la note pour la première fois sans imaginer qu'il ferait une telle carrière. Ah, je sais pas, Théron était là. Il était là. Ah, je ne savais pas. Parce que vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous savez tout. Vous n'avez pas été tout. Que Roger Théron était originaire de Sète. Mais bien sûr, comme Brassens. Voilà. Et moi, j'avais une maison et des vignes par mes parents à côté de Sète. Et Théron, pour parler... Théron lisait Midi Libre, puisqu'il avait son père, il était vieux qui habitait là-bas, il descendait voir son père assez souvent, et en descendant là-bas, il lisait Midi Libre, et c'est comme ça qu'il m'a eu à l'œil et qui m'a fait venir avec Sabine Quérol, ils m'ont fait venir à Paris tous les deux. Voilà, et donc vous avez connu les dernières grandes années de Match. Ah oui, c'était sublime. Moi j'ai connu Roger Théron, mais... on ne peut pas s'imaginer ce que c'était Paris Match à cette époque-là. On nous demandait, vous êtes avec les stars, vous faites les stars, Henri Jean. Alors peut-être ceux qui faisaient les faits divers n'étaient pas dans le même cas que moi, mais vous faites les stars, vous vivez avec les stars. Moi, vous savez, j'ai eu une période pendant tout le festival de Cannes, j'habitais à l'hôtel Carlton. J'habitais au Carlton d'abord, après j'habitais au Majestic. J'étais le seul journaliste à habiter au Majestic parce que de l'ordre de Théron, il fallait que l'employé spécial de Match fut logé là. Et je me souviens quand il y avait la fameuse histoire où Sophie Marceau avait un peu pété les plombs parce qu'elle avait passé l'après-midi avec des enfants un peu malades et tout sur scène. Je la comprends, impressionnée, elle avait ça. Elle avait la chambre voisine de la mienne. Donc j'ai fait l'interview en toquant à sa porte, tu vois ce que je veux dire, dans le même hôtel. J'avais Dariel Dombal d'un côté, Fedenaoué de l'autre côté. Comment on peut écrire sur les stars si on n'est pas logé de cette façon-là? Et Roger Théron est un patron qui avait tout compris, qui avait un sens de l'image, des papiers. Il savait déceler, aller prendre des talents à droite, à gauche. C'était exceptionnel, Roger Théron, exceptionnel. Mais il faut savoir que dans les années 30, quand on était au Figaro et qu'on était soiriste, c'est-à-dire chroniqueur parisien, on passait en smoking le soir à la caisse prendre un louis d'or pour sortir dans Paris. Ce temps-là est totalement révolu. Alors, vous avez aussi fait beaucoup de voyages et vous avez vécu même chez Lys Taylor, je crois. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire que j'avais connu Lys Taylor une année au Festival de Cannes. Mais à l'époque, elle était sur toutes les lèvres de tout un chacun. Elle est devenue très grosse, très obèse, elle est devenue ivrogne. Enfin, moi, j'adorais cette femme, les yeux sublimes, la carrière et tout. Et puis un beau jour, j'avais un ami qui était Pierre Calfon, le producteur, pas Jean-Pierre, Pierre Calfon, qui me dit « Henri Jean, je vais sortir un film à Cannes, on va voir et tout et tout. Puis on va dîner un soir avec une vedette sur les hauteurs de Cannes. » Et puis j'ai pris un taxi, je suis monté là-bas, j'ai pris un petit magnétophone et j'étais persuadé que c'était Elsa Martinelli, qui était mon ami, qui est devenu mon ami, après ça, parce qu'il avait produit des films avec Elsa Martinelli. Et je me retrouve en plein festival de Cannes, dans une villa sur les hauteurs, à Moins-Sartoux, la porte de la maison s'ouvre, on est au bord de la piscine, quelque chose je arrive dans un cafetan bleu, Elisabeth. Mais je vous jure, je m'évanouis. On ne sait pas ce que c'était dans les années 80, ce que c'était qu'Elisabeth Taylor. C'était la plus grande star du monde. Les gens étaient hystériques à son sujet, les yeux... Enfin, elle disait toujours, j'ai pas les yeux mauves, mais elle avait les yeux mauves et tirés jusqu'aux tempes. Une déesse étrusque, elle est mince, elle était extraordinaire, ne buvant que de l'eau et tout. Et alors on discute, on déjeune, on dîne, on soupe à table. Et moi, je dis, écoute, qu'est-ce que vous permettez que je mette un petit magnétophone? Oh oui, elle me regarde d'un œil, bon. Et puis, malheureusement, pour elle, je savais tout. Je connaissais la date de l'accident avec Montgomery Clift. Je savais le rôle, la réplique. Et j'avais pas préparé, parce que c'était à l'improviste, quoi. Et comme j'ai fait une interview, mais sublime, d'Elisabeth Taylor, mais sublime, racontant tout et tout. Et le lendemain, Dieu sait, j'ai adoré Libération, et j'ai proposé à Libération. Oh non, quoi, quel intérêt, la duré depuis longtemps, vous pensez que Libé m'a envoyé promener? J'ai pris mon téléphone, je connaissais Théron, mais sans y travailler, j'ai appelé Roger Théron, j'ai l'interview d'Elisabeth Taylor, il m'a pas cru, j'ai dû lui répéter 3 fois. Il m'a raccroché, Henri Jean, tu m'énerves, c'est pas vrai qu'il a raccroché. Mais Roger, j'ai une interview d'Elisabeth Taylor, formidable, 2 heures à table, j'ai tout, l'accident, les mains. Non. Et puis finalement, et je suis rentré à Paris Match grâce à ça. Et ben voilà. Et ensuite, vous avez fait beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 juin 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jean Servat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Henri-Jean Servat. Ce livre So Chic chez l'Archipel, on en parlera tout à l'heure, mais on va en parler indirectement à travers une date, le 22 juin 2005. Ça vous dit quelque chose? Non. Eh ben, c'est la première de cet opéra à Paris.
au Jardin du Luxembourg à 21h45, première de la Traviata de Verdi, mise en scène par Henri-Jean Servat. Oui, ben alors j'avais un copain qui était producteur d'opéra et il avait proposé à Nicole Garcia de mettre en scène un opéra, pour ce dont je me souviens. Elle n'a pas pu le faire. Il m'a proposé de mettre en scène un opéra que je voulais le faire. C'était formidable. L'idée, c'était, il prenait une personnalité, enfin entre guillemets, quelqu'un, mettait en scène, et je réunissais les talents artistiques que je voulais. Et quand Tristan Duval, qui est l'actuel maire de Cabourg, m'a proposé ça, il avait une société qui s'appelait Akuna, j'ai pu faire ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai demandé à Jacques Garcia de faire la scénographie. Et en fait, Jacques Garcia a voulu que la première eût lieu chez lui. En fait, la première a eu lieu au château de Champ de Bataille chez Jacques Garcia, voilà, qui était là. Et après, on est venu effectivement au Luxembourg. On l'a joué 53 fois. J'avais demandé à Franck Sorbier de faire les costumes, parce qu'une fois, Marie-Bonne Pinault et Candice Patou m'avaient amené dans une première de mode de Franck Sorbier. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi joli. Il y avait une fille, on a l'impression qu'on l'avait trempée dans un bol de mousse au chocolat, et qu'elle traînait à travers les couloirs du Meurice, soit de la présentation, qu'elle laissait du chocolat. Mais c'était c'était une robe, je ne sais pas ce que c'était comme matière, mais c'était hallucinant. Je veux dire, je m'étais juré, mais si jamais un jour je fais quelque chose, je veux qu'une robe pareille. Et mes deux, puisque j'avais deux cantatrices pour chanter le rôle de Violette, elles ont été habillées par Sorbier dans des robes rouges, flamboyantes. On aurait qu'une coulée de lave. Et Mylène Farmer, que j'avais invitée à venir voir mon opéra, est venue voir l'opéra. Elle a trouvé les robes, les costumes tellement extraordinaires que Sorbier avait fait pour la Traviata que j'ai mise en scène, qu'elle s'est fait faire pour 2 shows qui ont suivi, des robes par Franck Sorbier, et Johnny Hallyday, avec lequel j'étais allé voir Mylène Farmer, a vu Mylène Farmer, et il s'est fait habiller par Franck Sorbier pour un coin. C'était à quel point c'était magnifique et beau comme tout. Robert Hossein avait fait les lumières, et Isabelle Adjani. Et Isabelle Adjani, elle était la récitante. Oui, ça commence sur les murs du Sénat, on entend la voix d'Adjani. Oui, on entend c'était les élégies à Marie Duplessis. Et alors elle est venue, on l'a enregistré, et puis après pendant tous les soirs on a entendu ça. Mais et alors la critique d'un journal qui s'appelle Le Parisien, oui, ça avait été sur une page entière, c'est pour ça qu'elle avait écrit so chic, Servat met en scène la Traviata, so chic, parce que je jure c'était vraiment élégant. Bon, il y avait des belles voix, puis ça m'a mettre en scène un opéra, ça m'a éclaté. Et même j'avais trouvé un agent qui voulait me faire une carrière de metteur en scène d'opéra. Il m'a proposé 2-3 trucs, mais il fallait partir, habiter quelque part pendant longtemps. Puis moi, j'aimais la Traviata, pourquoi ? Parce que c'était Napoléon III, c'était le style de la femme qui tombe amoureuse, qui se relève, enfin bon, pas très bien. Mais j'avais pas envie de mise en scène Fidelio, c'était des opéras que j'aimais pas, j'étais pas assez fou de ça, puis j'étais tellement fou de journalisme, je voulais pas aller habiter, je veux dire, à Luxembourg pendant 3 mois pour ça, quoi. Voilà. Non, mais en même temps, la mise en scène, c'était un métier nouveau pour vous. Ah oui, complètement, oui. Vous l'avez jamais appris. Ah non, puis exprès. Et ce que j'avais fait, j'avais pris comme assistante la fille de Jérôme Savary, qui débutait, qui s'appelait Manon Savary. Manon Savary, oui. Parce que je voulais pas qu'il fût dit. D'abord, j'avais pris une assistante de Jérôme Savary, qui était mon amie que j'aimais beaucoup. Et elle m'avait dit, Henri-Jean, je vais donner un bon conseil, ne me prends pas comme assistante, parce que si tu prends une assistante, une vieille, je me comprends, chenue sous le métier, on va croire que c'est elle qui a fait de la mise en scène, et tu sers de prête-nom. Prends-toi quelqu'un qui ne connaît rien au métier. Donc j'ai pris la fille de Savary. La fille de Savary, Jacques, j'étais allé lui porter une barboteuse quand elle était née. Il était directeur du centre dramatique de Béziers. Donc voilà, et on a tâtonné tous les deux, on a trouvé tous les deux, on a fait quelque chose de beau, je l'ai associé pleinement à ça. Et ça a été, vous jure, c'était filmé, ça a été... Moi, j'en pleurais quand je voyais ça. C'était une débauche de costumes, de lui. Et la musique de Verdi. On jouait devant les châteaux de France. La musique qui nous coulait dessus. C'était une merveille sublime. Et Savary, lui aussi, mettait les moyens. Moi, je me souviens de l'époque où Savary faisait 4 mises en scène en même temps. Ah, oui. Une en Allemagne, 3 à Paris. Et il revenait saluer à 23h à Mogador. Il ne se trompait que dans le nom d'un assistant, mais il avait une vitalité incroyable. Oui, extraordinaire. Et puis surtout, c'était joyeux. C'était fantaisie. C'était irrigué de vie, il y avait la vie avec lui, vraiment formidable. Alors, il y a quand même, j'ai retrouvé une archive avec une des jeunes spectatrices qui, écoutant la Traviata, disent tiens, c'est la chanson du disque de Lara Fabian, parce que Adieu del Passato, c'est de Lara Fabian aussi. Comme quoi on découvre l'opéra de telle manière. Alors, vous avez fait aussi des apparitions au cinéma. La première fois, c'est dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, où vous êtes le lecteur de la maison d'édition.
Voilà, j'ai une scène avec Brigitte Fossé. Mais j'ai jamais. Alors là, je suis très clair sur ça. J'ai jamais. C'est parce que Truffaut est venu tourner L'homme qui aimait les femmes à Montpellier. Et Montpellier, à l'époque, Midi Libre était dans un espèce d'immeuble haussmannien magnifique avec un escalier et tout. Et Truffaut était venu tourner là, voilà, un peu. Parce que je l'avais interviewé, je lui avais dit que c'était bien. Il était venu tourner là, très bien. Et il m'a proposé, mais pour gentiment. Mais ça m'a jamais monté la tête et je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais j'ai jamais été tenaillé par l'idée d'être acteur, jamais. Mais en même temps, ce film, il avait proposé le rôle à Brigitte Fossé, il lui avait téléphoné timidement en disant « Est-ce que je peux écrire un rôle pour vous ?» Alors elle était un peu étonnée, elle a cru que c'était une plaisanterie, elle lui a raccroché au nez, il a rappelé, et finalement, il a eu cette idée parce qu'elle avait déjà initié des livres pour d'autres, et c'est comme ça que le film est né. Mais elle est formidable, Brigitte Fossé. Moi, j'aime beaucoup Brigitte Fossé. Alors, vous avez joué dans différents autres films, des petits rôles, bien sûr. Bien sûr. Et il y en a un qui est marquant parce que vous êtes Henri Jacques dans People Jet Set 2. Et ça aussi, c'est une caricature qui vous a beaucoup caricature de chroniqueur mondain. Je me prends un gâteau à la crème chantilly, de tous les cheveux jusqu'aux chaussures, il m'explose au nez. C'était très, très... Ah non, c'était hallucinant. Mais on est autour de la table. Je crois qu'il y avait Brialy, il y avait Bernard Farcy, Elise Moon autour de la table. Et dans le film, il y avait deux amis que j'adore. Il y avait la baronne Brandstetter et Marisa Berenson, qui est mon amie pour la vie. Je veux dire, c'était un film assez amusant. C'était assez amusant. Mais j'ai joué aussi dans un truc qui a été coupé. Je joue l'amant d'Ursula Andress. Je rentre dans une chambre en tenant Ursula Andress par le cou, par la taille. C'est un film qui s'appelait Serge Leroy, Le rêve américain. C'est un film sur les courses cyclistes. Et pendant le Midi, c'était valorisant. J'étais l'amant d'Ursula Andress au cinéma. La jet set a fait quand même partie de votre vie. Alors le mot jet set, on l'a oublié, c'est l'écrivain italien Alberto Moravia qui l'a inventé dans les années 50 et c'est devenu quelque chose de mondain. Et c'est vrai que la jet set a fait partie de votre quotidien aussi pendant des années. Ah oui, parce que j'ai aimé ça. C'est peut-être une manière de vivre. Mais en plus, maintenant, c'est complètement dévalorisé. C'est devenu dépréciatif que de dire ça. C'est devenu un peu n'importe quoi. On met trois youtubeurs ou des gens de télé-réalité dans une maison à Bangkok. La jet set, c'est pas ça, la jet set. Vous faites bien de le rappeler, c'est Moravia, pour commencer. C'est une espèce d'aristocratie italienne, une façon de vivre, un art de vivre, avec été immortalisé par Fellini, par la Dolce Vita, par un garçon qui s'appelle Willy Rizzo, qui était le photographe qui a immortalisé ça dans les palais romains. Ces fêtes un peu décadentes, nostalgiques, désuètes, avec des princesses qui traînaient leurs robes, leur ennui, leur spleen, au bord de piscine et sous des tableaux de Fra Angelico qui partaient en sucette. Moi, ce que j'ai connu, ça a été magnifique, la jet set. Et ça s'appelait la jet set parce que c'était au moment, en 52, où on a créé les premières lignes d'aviation entre Londres et New York. Et seuls les riches pouvaient se payer le voyage. Voilà, ils pouvaient partir. On allait faire un soir une fête à Palerme, et puis le lendemain, on repartait. On était en train de danser à Londres. Voilà, c'était des choses qui étaient tout à fait... Mais pour ceux qui nous écoutent, bien sûr que c'est excessif, c'est tout rancier, mais ça a existé. Moi, je dis pas que c'est pas bien ou pas bien, ça a existé. Donc, c'était comme ça. Et moi, je me suis fait entraîner. Mais surtout parce que le fait que je travaillais pour Paris Match, donc je racontais ce genre de choses, et puis je dois dire que j'aimais ça aussi, et il y avait des gens qui étaient formidables. Moi, j'ai connu des princesses à tomber par terre, j'ai connu des actrices, moi j'ai connu Lolo Brigida, j'ai connu la famille royale de Savoie, j'ai connu Ivana Trump, je suis allé chez Trump grâce à j'ai connu plein de choses formidables. Oui, c'était des soirées, où il y a les femmes, je me souviens d'une soirée où deux femmes s'étaient crêpées le chignon parce qu'elles avaient la même robe. Oui. Et ça, c'est le genre, mais on peut plus imaginer ce monde-là aujourd'hui. Non. Moi, c'est que j'ai vu plusieurs fois. Moi, j'ai une fois à Moscou, Elisabeth Taylor et Lolo Brigida dans la même robe de Dior. Et j'ai vu une fois au bal de la Rose à Monaco. J'ai vu Caroline de Monaco, princesse, Altesse Sérénissime, et Ira de Fürstenberg, princesse et Altesse Sérénissime, avoir la même robe de Karl Lagerfeld. Mais là, à mon avis, il y a un assistant qui a dû perdre sa place, parce que dans un lieu comme Monaco, l'une avait été la fiancée, enfin l'une dans l'ordre, l'une était la fille de Régnier, et l'autre avait été la proche, parce qu'elle a failli être princesse, et de monter sur le trône après grâce, qu'on pu donner à Monaco deux robes similaires à la même soirée. Ça, c'était une faute de goût, de style. Il y a quelqu'un qui a perdu sa place, là, voilà. Je suis sûr. Mais c'est un monde qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ah oui, on ne peut pas imaginer ce que ça a été. Et surtout des gens, moi je trouve que j'aimais bien, qui faisaient quand même de mal à personne. Non. Mal à personne, qui avaient de l'esprit drôle. Un monde de beauté, d'élégance, de chic quand même, ou quoi. Et des gens que j'ai trouvés dans l'ensemble généralement très charitables. Des gens qui donnaient beaucoup pour des... Alors ça avait un côté un peu aristocrate qui donnait à des pauvres, hein.
Mais c'était un côté, j'ai vu des gens qui donnaient beaucoup d'argent et qui avaient beaucoup d'œuvres de charité. Et vous avez présenté même des soirées pour ces... J'en ai fait 100, 200, j'en ai fait. Et j'ai jamais pris, alors je n'ai jamais été payé d'1 centime pour une soirée de charité, jamais. Et j'ai mis un point d'honneur toutes les soirées de charité que j'allais présenter, où ils m'envoyaient une voiture, où je payais mon taxi moi-même. Je me suis jamais fait rembourser le taxi, jamais. J'en ai vu de toutes les couleurs, hein. Mais j'en ai vu toutes les couleurs. Mais ça, jamais. Alors, il y avait ça la nuit, et puis le matin, il y avait ça. Car vous avez réveillé la France pendant plus de 20 ans. Pendant 16 ans. Pendant 16 ans. Avec Télématin, vous êtes arrivé grâce à William Lémergie. Ah oui, absolument. Parce que Lémergie m'avait invité plusieurs fois dans l'émission de Sophie Davant qu'il produisait. Et puis il a dû trouver que j'étais vif et que j'avais un beau carnet d'adresse. Donc il m'a invité à déjeuner un jour, il m'a proposé de faire la rubrique mondaine, la rubrique des célébrités quoi, dans Télématin. Et je dois dire que je me suis régalé pendant 16 ans, c'était extraordinaire. Mais je l'aurais tout trouvé. Hein. J'avais même des gens dans Télématin qui ne faisaient pas les journaux télévisés, ni à midi ni le soir, et qui venaient faire Télématin. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que vous tourniez le soir, et quelquefois, il fallait être à l'antenne le matin. Ah oui. Moi, j'ai vécu ça aussi sur TF1. On se couchait à 2h du matin, et à 7h, il fallait être là. Comment on fait ? Mais on va se coucher après, on va se recoucher après. Moi, des fois, je dormais pas beaucoup, ou quoi, on se mettait un peu la tête sous la glace avec des glaçons et tout ça, un peu. Et puis, on arrivait le matin. Moi, je mettais toujours des chemises sous les yados, bien évidemment, pour être clair, vif et pétillant. Et quand j'avais fini mon émission, on allait boire avec des filles que j'adorais. Qui étaient Brigitte Fanny Cohen, Charlotte Bouteloup, Laura Tenucci, qui est devenue Madame Estrosi, et on allait boire un verre, un petit déjeuner, quoi, et j'allais me coucher. On se couchait jusqu'à midi ou à 2h de l'après-midi, voilà. On tenait grâce à ça, et en buvant de l'eau. Je ne bois pas d'alcool, et je me suis jamais drogué. Donc voilà. Oui, personne n'est parfait. Effectivement. Et surtout, alors ça a duré pendant 16 ans, et puis un jour, il y a eu un incident parce qu'on vous a accusé d'être trop proche des rois. Ah oui. Non mais bon, c'est pas possible. Vous savez, vous connaissez mieux que moi, tous ceux qui nous écoutent, qui ont un peu de culture ou d'esprit, savent que il y a une formule, quand le roi est mort, on dit le roi est mort, vive le roi, pour dire que la vraie continue, voilà. Et alors, j'ai été, au lieu d'être content, parce que j'avais la seule interview que j'avais fait pour France 2 et pour Paris Match, du comte de Paris, Jean d'Orléans, duc de Vendôme, qui succédait à son père, Henri d'Orléans, qui venait de décéder, il m'avait accepté pour faire une interview que j'ai fait dans la crypte des rois de France à Dreux. C'était magnifique, sépulcral, l'image et tout. J'ai fait l'interview pour Match et l'interview pour France 2, et je démarre le sujet, je crois que c'était Beccaro qui était, moi, c'était pas Lémergie n'était plus là, mais c'était pas Bignola, c'était... Et Henri Jean, comment ça va? Mais ça va, écoutez, mon cher, je lui dis... mon cher Thierry, je lui dis, le roi est mort, vive le roi. En régie, mais j'ai cru que celle qui était en charge de la production, j'ai cru qu'elle capotait. Elle m'a dit, mais comment on peut dire ça pour le roi? Mais comment on peut être bête pour réagir de façon... Et à la fin, donc je fais mon truc, on va l'interview formidable, la seule, le sujet a été revendu quoi. Et à la fin, je termine, mais écoutez, bravo, je dis à Thierry, vive le roi. Mais vive le roi, c'est la formule consacrée quand le roi démarre son... Ouais. Il faut le savoir. Oh là là, ça m'a fait des sarabandes à pas savoir. C'est ça c'est pour ça que j'ai dit et que Lémergie est parti. Ils se sont mis à 6 pour le remplacer. À 6 pour le remplacer. Ça n'a pas été mieux. Et dans l'eau, il y en avait qui n'étaient pas très compétents quand même. Honnêtement. Voilà. En tout cas, c'est fait. C'est dit. C'est dit. On va dire d'autres choses à partir d'une autre date, le 12 mai 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jean Servat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Henri-Jean Servat, 12 mai 2021, sortie de ce livre So Chic à l'Archipel, un livre où vous racontez la vraie jet set, c'est-à-dire les vraies stars que vous avez eu le privilège de côtoyer à peu près avec 1000 interviews pour Paris Match en particulier. Ah oui, beaucoup. Mais j'étais fou de ça. Donc quand la chance que j'ai eue, c'est ce journal qui était à l'apogée à l'époque. Et qui est d'abord un patron qui s'appelait Théron, on l'a dit tout à l'heure, qui m'a laissé la bride sur le cou pour faire ce que je voulais, je veux dire. Donc c'était... Et comme moi j'étais fasciné par... Souvent on m'a demandé comment ça s'est fait, mais Servat était fasciné pour, c'était des gens qui avaient envie de parler aussi, qui avaient envie qui étaient un peu exhibitionnistes, qui aimaient se montrer, mais ce qui s'est bien passé pour moi, c'est que j'ai su tenir ma place, en faire trop, pas trop peu. Voilà, mais en même temps, dans ce livre, il y a plein d'anecdotes que vous racontez sur celles que vous avez connues, et vous dédiez ce livre à Robert Hossein, qui vous a engagé un jour sur scène à Lourdes pour Ponce Pilate. Voilà, il m'avait engagé d'abord au Stade de France. J'ai fait Ponce Pilate au Stade de France, c'est moi qui lançais la course de char. Mais vous savez que c'était formidable. Ah oui, parce que
que j'aimais Robert, grâce, on l'a dit tout à l'heure, grâce à Geoffrey de Perrac. Et Robert m'avait, quand il a monté Bénure au Stade de France, il y avait 65 000 personnes pendant une semaine quand même. Quoi. Il avait voulu que je fusse le premier à entrer sur scène. Et je rentrais, et je faisais une panouille comme sénateur avant de faire Ponce Pilate. Et j'ouvrais le rideau et j'étais le premier à rentrer dans l'obscurité. Et puis sur mon entrée, la lumière s'allumait. Donc vous preniez dans la gueule, vous preniez 65 000 personnes qui hurlaient dans le Stade de France. On arrive au dernier étage, en haut, au dernier étage. Un rideau soulevé, le projecteur dans mon pif, et je faisais le sénateur qui venait. Mais c'était extraordinaire. Puis après, j'ai fait donc le Ponce Pilate. Et Robert m'a refait faire Ponce Pilate dans un spectacle sur Bernadette Soubirous, dans la grotte de Lourdes, sur la basilique de Lourdes. Moi, j'adorais Robert Hossein, donc c'était quelqu'un de formidable et très bien. Mais ce que je voulais raconter dans le livre, c'était les aventures avec Robert Hossein et les aventures avec d'autres. Parce que je les ai vécues à un niveau où j'étais seul, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui m'a plu dans mes histoires. C'est que j'étais pas comme un journaliste dans un junket, dans un magasin de presse avec 5 ou 6 personnes. C'est des histoires que j'ai vues en solitaire, au sommet. Et le hasard a parfois bien fait les choses, puisqu'un jour vous êtes tombé sur Zidane, que tout le monde cherchait. La terre entière. Zidane avait gagné la Coupe du Monde de foot. Et puis tous les journalistes du monde, pas de France, le traquaient bien évidemment pour pouvoir le choper. Il s'était fait, pour pouvoir l'interviewer, il s'était fait choper à Saint-Tropez. Il était parti au Baléares, il s'était refait choper au Baléares. Il voulait avoir la paix avec sa femme et ses gosses. Il n'avait pas vu sa femme et ses gosses pendant tout l'entraînement. Et il est parti se réfugier dans une espèce de palais sublime pour roi et pour reine sur la plage de Marbella avec des remparts, une sécurité insensée, des machins. Il vivait là tranquille. Malheureux, mais il a toujours cru, il me l'a dit après, il a toujours cru que j'avais été renseigné par quelqu'un du palais, enfin quelqu'un de l'hôtel. Mais c'était un hôtel, c'était un pur esprit, c'était au-delà de l'hôtel, c'était ce que c'était. Et que j'étais venu là, mais non, j'étais venu en vacances avec Ira, princesse de Fürstenberg, qui est mon amie et que j'adore, et qui était divorcée du prince de Hohenlohe, propriétaire de ce château sublime. Elle m'a dit, allons, partons en vacances là-bas. Donc faire des photos, faire un reportage, tout très bien. Et on est là-bas, on se baigne. Et je tombe nez à nez avec Zidane et sa femme qui pensent être cachés au milieu d'eux. Il y avait le roi et la reine des Belges dans un bungalow pas loin, enfin très loin. Il y avait le fils du roi d'Arabie Saoudite, il y avait l'impératrice Soraya et il y avait Zidane en tongs au milieu de tous ces gens-là, clac, 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 qui apprenaient à son fils à nager, à jouer au ballon dans l'eau. Mais je vous jure que Zidane n'a jamais cru. Je lui ai expliqué après. Après, il m'a fait venir pour faire des reportages d'ailleurs ou pas. Mais jamais je lui ai juré, mais il me croit pas. Il croit que j'étais renseigné. Vous avez pu lui parler grâce à sa femme Véronique, qui vous avez vu dans Télématin parler de Sylvie Vartan. Tout à fait, oui, mais parce que moi j'aurais jamais. D'abord, pardon, ça paraît pas bête, mais c'est pas que je suis timide, je suis bien élevé. Donc, il y a des choses que je ferais pas. Donc, ce mec voulait avoir la paix. Je savais pas comment faire pour être intrusif. Puis l'endroit n'incitait pas au compagnonnage ou à taper sur l'épaule. Et puis Zidane était là avec sa femme. Et puis c'est sa femme qui m'a abordé, Véronique Zidane. Je me souviens, elle avait un maillot de bain, un bikini bleu pâle, magnifique. C'est pas vous qui, à l'époque, je faisais une émission, donc j'avais fait un sujet, c'était sur TF1, je pense, avec Sylvie Vartan. J'en cherchais, oui, c'était Sylvie Vartan. Et puis Véronique Zidane, elle faisait de la danse, elle avait rencontré son mari, elle s'appelle Véronique Lopez, son père était le directeur d'abattoir en Lozère, à Rodez, et elle avait rencontré son mari dans un foyer pour étudiants à Cannes, parce qu'elle était partie apprendre la danse là-bas, et donc elle était folle de danse, quoi. Et j'avais fait un sujet hasard avec Sylvie, dans lequel Sylvie me racontait comment elle dansait, comment elle continuait à danser, elle fait des shows avec des vendeurs, et Véronique Zidane avait regardé, Véronique Lopez, épouse Zidane, avait regardé ça médusée, parce qu'elle voyait Sylvie Vartan, son idole blonde qui dansait, et elle voit 2-3 semaines après, le mec qui a fait le reportage dans la piscine avec elle. Donc, et c'est grâce à elle. Je dis, mais non, je ne veux pas embêter votre mari, mais non. Mais c'est elle qui a dit, écoute, Zinedine Zizou, quand même, fait la... Voilà, mais je vous jure que c'est grâce à elle, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Et l'interview s'est très bien passée. On a dû faire, je crois, comme 40 ou 42 couvertures dans le monde entier, avec les photos faites dans le jardin de milliardaires, quoi, voilà. Et j'ai vu le fils du roi d'Arabie Saoudite, j'ai vu l'impératrice Soraya faire la file d'attente pour quémander pendant que Zizou en tongs mangeait des œufs mimosa ou des œufs même avec un peu de caviar, il devait y avoir dessus, et il faisait la file d'attente pour se faire signer des papiers par Zidane. C'était le monde, c'était magnifique, Et 2 autres stars que vous avez réunis, et vous le racontez dans ce livre So Chic, c'est Adjani et Bardot. Et là, ça a été un dîner difficile à monter parce qu'il est discret et échappé aux paparazzi. Ah oui, parce que oui, tout à fait. Et puis, j'étais parti en vacances à Saint-Tropez avec Isabelle Adjani. On était partis tous les deux par avion. On s'est d'ailleurs fait paparazzi au départ de Orly.
On est arrivé à Toulon, j'avais loué une voiture. On est partis tous les deux, on a une décapotable, les chevaux au vent, c'était amusant. Et on était partis chez Brigitte, j'avais arrangé parce que, en fait, Brigitte avait peur que son combat pour les bébés phoques tombât dans l'oubli. Isabelle partait au festival de Toronto, de Montréal. Et Brigitte m'avait dit, est-ce que tu veux peut-être en parler, demander, bon ben... Et puis ça s'était connecté, mais allons dîner à la maison. Et on n'avait pas voulu dîner à la Madrague. On avait dîné au bord d'une petite plage, un bel l'eau qui presque léchait les pieds. Et on était tous les trois. Après, le mari de Brigitte est passé la conduire, la chercher. Il y avait une photographe de match pas loin, je l'ai fait venir. Bon, à la fin du repas pour le gâteau, je crois. Mais c'était tous les trois, tout seuls. Je veux dire, c'était un moment. Parce que vous savez, les gens me disent, comment vous avez fait pour que ça marche comme ça, Henri-Jean? Mais imaginez-vous, pas vous, parce que vous êtes un puits de mémoire et un garçon bien élevé, exquis et policé. Mais tous les gens qui me disent, qu'est-ce que j'aimerais aimer? Mais mettez n'importe qui entre Bardot et Adjani. Il faut tenir la conversation. Oui. Ça dure 2h30, 3 heures. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez leur dire vous êtes belle pour faire signer des autographes. Il faut quand même tenir, parler. Les gens me disent comment vous faites quand il y a un minimum de discuter. Quand vous êtes à la table, vous partez avec Huster et Réali au Brésil, vous avez le coin. Il faut avoir un peu savoir quoi leur raconter. Donc j'ai amené et on a dîné tous les trois ensemble et elles ont parlé de recettes de cuisine, de bébés phoques, d'animaux, de gloire, de deuil du bonheur, de plein de choses formidables. Et c'était un discours absolument extraordinaire. Imaginez quelqu'un qui aime les stars de cinéma, quelqu'un qui aime les femmes de cette façon-là et qui est assis entre Bardot et Adjani, je veux dire, qui raconte des... C'est la seule rencontre, la seule fois au monde. Mais si vous voyez, la semaine, quand le papier est paru dans Paris Match, si vous saviez... Toute la terre entière, je caricature un peu, mais Henri-Jean, faites-le, racontez-nous, faites un livre, racontez comment, remettez-les en présence pour mes caméras, pour mon cible ou quoi. Non, voilà, mais elles se sont reparlées au téléphone après, mais elles ne sont plus revues. Voilà. Et il y a la confiance qui est importante. Moi, je me souviens un jour d'un serveur dans un hôtel qui m'a appelé un matin en disant « Je sais que ce que fait Mademoiselle Adjani dans sa chambre quand elle tourne l'été meurtrier, je peux vous le raconter moyennant finance. » J'ai raccroché au nez, mais ce genre de choses est très courante. On ne le sait pas. Très. Il ne faut pas mettre la main là-dedans, parce qu'après, on s'en sort pas. Puis après, vous perdez leur confiance. Oui. Puis en plus, mais il faut qu'il reste quand même, vous raconter des trucs, mais il y a un peu de mystère qui reste quand même un peu. On n'a pas envie on n'a pas envie de savoir ça. Je n'ai pas envie de participer à ça. Surtout pas. Alors, il y a un autre couple mythique que vous avez rencontré, c'est Pierre Cardin et Jeanne Moreau. Oui. Parce que ça a été un vrai couple. Et je crois qu'ils se sont rencontrés un jour grâce à Coco Chanel et que... Jeanne Moreau est tombée immédiatement amoureuse de Pierre Cardin. Mais Pierre Cardin, vous savez que vous avez connu moi aussi, puisqu'il habite en Provence, comme nous deux, comme lui aussi. Franchement, j'étais frappé. Il avait des grosses mains comme des battes de déménageurs, comme des volets d'avion. Vous avez énormes les mains de Pierre Cardin, quoi. C'est un vrai mec. Il était gay. Bon, être gay, ça ne présuppose pas qu'on est une femmelette. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut comme il le veut. Mais Jeanne Moreau a été impressionnée par Pierre Cardin. Et j'ai été invité. Je suis allé quand Cardin lui a taillé son costume quand elle a été élue à l'Institut des Beaux-Arts à Paris. Elle a demandé que Cardin lui fît son costume et j'étais là. Il y a pas le photographe est venu qu'après. Vous savez, c'est pas que c'est pas un art, je suis pas. Mais les faire parler tous les deux et écouter. Et ils m'ont raconté leur rencontre tous les deux quand ils sont partis tous les deux à un festival d'opéra en Angleterre. Et Jeanne avait été envoyée à Cardin parce qu'elle ne pouvait pas faire les costumes du film Eva. Et puis, elle est partie voir Cardin. Ça s'était assez bien passé. Et puis, ils ont décidé de partir. Cardin dit, moi, je ne pensais pas du tout à être l'amant de Jeanne Moreau. Ils sont partis à un festival de musique en Angleterre. Et le soir, mais elle me l'a raconté, je l'ai écrit dans Match ou quoi. Elle a toqué à sa porte, elle s'est pendue à son cou. Et le soir, ils étaient dans l'hôtel, chacun dans sa chambre, toc, toc, toc. Il a ouvert la porte, Jeanne Moreau en déshabillé, et elle s'est pendue à son cou, et il l'a prise dans la chambre. Ils ont fait l'amour toute la nuit. Ça s'est divinement passé pour elle, c'est divinement passé pour lui. Et ils sont restés en ménage pendant très longtemps, très longtemps. Et moi, je me souviens... Et très amis, restés très amis jusqu'à la fin de leur vie. Je sais, parce que j'étais un jour en train d'interviewer Pierre Cardin, elle téléphone, il y avait une tendresse dans la voix de Pierre Cardin qu'on ne peut pas imaginer. Alors, ils ont beaucoup regretté de ne pas avoir fait d'enfance. Oui, je sais. Et ça aurait été une merveille. Une merveille. De beauté et d'intelligence. Et puis vous êtes l'un des rares à défendre les vieilles stars, et un jour vous avez réussi, et vous le racontez dans ce livre. J'aime les gens qui ont des légendes. Voilà. Et ben Micheline Prenne, Daniel Darieux et Michel Borgan, vous les avez réunis, et personne n'y avait pensé. Mais surtout parce que j'aime pas les gens, ils sont adulés, et puis du jour au lendemain, ils n'existent plus. Il n'y a pas de raison. Bon, moi, Michel Mercier, elle a été sublime. Elle ne travaille plus maintenant, mais elle existe toujours. Et un beau jour, je me suis souvenu, parce que j'adorais Michel Morgan, elle me faisait beaucoup penser à ma mère, élégante, chic, comme ça et tout très bien. Et un jour, j'ai regardé ces femmes, leur carrière, et
En plus, j'avais été incité à ça par un gars qui s'appelle Charles Dupéché, qui est directeur de chez Pygmalion, qui me dit: Henri-Jean, faites un livre avec les trois. Mais je dis: ça marchera jamais. Je dis: faites-moi faire un livre, j'ai dit, sur Laurie ou sur, je sais pas, sur les To Be Free, j'en sais rien à l'époque ou quoi. Je l'aurais pas fait, le bouquin, mais ça marchera mieux. Et il m'a dit une chose intelligente, il m'a dit: non, vous êtes bête, Henri-Jean, parce que pour qu'un livre marche, il parle à des gens qui ont de l'argent, qui ont de la culture et qui ont le temps pour le lire. Le temps pour le lire, de l'argent pour l'acheter, la culture pour être l'histoire. Alors faites-moi cette histoire-là. Mais je dis: ça marchera pas. Et le livre a tellement bien marché, je les ai réunis les trois, leur parcours, parce que ce que j'aimais, c'était le fait qu'elles avaient toutes les trois 80 ans. L'une était née en 17, Daniel Darieux, en 20, Michel Morgan, en 22, Micheline Prel. Et elles ont eu les mêmes producteurs, les mêmes scénaristes, les mêmes metteurs en scène, les mêmes partenaires, les mêmes amants parfois, le même mari même ou quoi. Elles n'ont jamais, elles ont démarré à 15 ans toutes les trois, elles sont toutes les trois parties Hollywood, elles n'ont jamais été réunies à l'écran ensemble, jamais, 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 jamais. Et alors je les ai fait venir avec leur, je m'entendais divinement avec elles. Pas compliqué, pas d'histoire, pas rien, rien. Elles sont venues chez Harcourt, elles n'ont pas demandé comment se rhabiller l'autre, elles n'ont rien demandé. Et Jacques, les trois, sur le canapé de chez Harcourt, côte à côte, une photo, je vous le jure. Harcourt, ils en ont vu, Harcourt, des gens là-bas, quoi. Les gens qui faisaient les photos, la photographe, les assistants, les maquilleuses. J'avais retrouvé des filles qui avaient coiffé, maquillé Morgan Prel des années, qui ne travaillaient plus, qui sont venues. L'éditeur du Péché, je vous jure, on pleurait. Tout le monde avait les larmes aux yeux de voir ces trois actrices magnifiques pour la première fois de leur vie, les trois ensemble. Voilà. Et Micheline Prel, on l'a un peu oublié, c'est la pionnière des comédiennes à la télévision. Elle était la première à accepter une série qui s'appelait Les Saintes Chéries. Les Saintes Chéries. Exactement. Oui. Et il y a quelqu'un qui a été aussi impressionné par cette rencontre, c'est Alain Delon. Oui, ah oui, il est venu. Alain Delon, oui, tout à fait. Moi, que je connais, que j'avais interviewé, et il est voulu venir quand on a fait la première dans les bureaux de... Mais France Télévisions n'en revenait pas. France Télévisions, non, il me croyait pas. Il me croyait pas que. Et d'ailleurs, toute la délégation directoriale n'était pas venue, ne s'est pas déplacée. Quand le lendemain, ils ont su qu'Alain Delon, ils étaient furieux d'avoir loupé Alain Delon, quoi. Oui. Mais on a cru le Festival de Cannes. Hein. J'avais tout ça. J'avais Marisa Berenson, Anna Chigboula, Léo Sen, Karen Cheryl, Caroline Siol. C'était vraiment. Il y avait un très très beau casting, Huster et tout ça. Mais il n'y avait pas la direction de France 2. Mais Alain Delon était là. Il a voulu faire une photo avec les stars, avec les trois glorieuses. Car effectivement, lui, comme vous, il sait ce qu'elle représente. Ah bien sûr, il a tourné avec les trois. Oui. Il est l'amant de Micheline Prel dans Christine, il est le fils de Daniel Darieux dans Le Diable et les Commandements, et il est le subordonné du mari de Michel dans Les Centurions, qui est Anthony Quinn. Donc il savait qui c'étaient les trois, mais tout le monde... Mais je trouve que c'est important, il faut avoir un devoir de mémoire comme ça, je trouve. Et ce devoir de mémoire, vous l'avez à travers ce livre So Chic, bourré d'anecdotes passionnantes sur celles et ceux qu'on connaît et que vous racontez autrement. Merci d'avoir écrit Henri-Jean Servat chez l'Archipel, et puis continuez ainsi à en faire d'autres. Mais merci mon cher Jacques, à bientôt. À bientôt. Merci infiniment, en Provence, bien évidemment. Bien sûr, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.